Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. J'ai l'honneur aujourd'hui d'assurer cet épisode en remplacement de mon collègue Mark Feifley, momentanément absent pour des raisons personnelles. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. African Lion, le Maroc, un acteur clé pour la paix et la sécurité. L'alliance entre les États-Unis et le Maroc, une collaboration multiforme au service de la paix et de la prospérité. L'Algérie, parrain d'un Sahel instable entre soutien au terrorisme et quête de puissance régionale. Dans un contexte régional en pleine mutation, le Maroc poursuit la consolidation de son rôle de leader en matière de sécurité régionale et internationale, notamment à travers l'organisation de l'exercice militaire d'envergure African Lion 2025. Cet événement illustre la solidité du partenariat stratégique entre Rabat et Washington et réaffirme la contribution essentielle du Royaume à la lutte contre le terrorisme et les dynamiques de déstabilisation au sein de la région. À l'inverse, l'Algérie a opté pour un renforcement de sa posture militaire, adopté une logique de confrontation et officialisé pour la seconde année consécutive son refus de participer à ces manœuvres conjointes. Cette attitude traduit une volonté d'isolement grandissante et un rejet manifeste des efforts de coopération régionale visant à promouvoir la stabilité au Sahel et en Afrique du Nord. Par ailleurs, l'attention internationale se porte de nouveau sur les camps de Tindouf à la suite de rapports alarmants faisant état d'exécutions systématiques de détenus. Ces révélations mettent en lumière des pratiques inhumaines perpétrées sous la supervision des milices du Polisario, avec le soutien direct de l'Algérie. Dans un développement embarrassant pour Alger, plusieurs figures influentes du Polisario ont récemment fui vers le Maroc, exposant ainsi des divisions internes croissantes au sein du mouvement séparatiste. Ces défections traduisent un mécontentement populaire grandissant et un affaiblissement du contrôle exercé dans les camps de Tindouf. L'exercice de ces dynamiques conforte la position du Maroc en tant que pilier de stabilité et partenaire crédible pour la paix, tout en mettant en lumière l'attitude de plus en plus antagoniste de l'Algérie, perçue comme un facteur d'instabilité dans la région. Pour discuter de ces sujets, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un panel d'invités éminents. Tout d'abord, le général Mark Kimmitt, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires et ancien haut responsable du département de la Défense pour le Moyen-Orient. Il a également occupé les fonctions de directeur adjoint de la stratégie et des plans au sein du commandement central américain, ainsi que celle de directeur adjoint des opérations et porte-parole militaire des forces de la coalition en Irak, sans oublier son passage au siège de l'OTAN en Belgique. Nous recevons également le colonel Abbas Dahouk, colonel retraité de l'armée américaine, ancien conseiller militaire principal auprès du département d'État des États-Unis et actuellement membre du conseil d'administration du Conseil national des relations américano-arabes. Parmi nos invités figure aussi Peter Roth, rédacteur en chef chez Newsweek. Il est chroniqueur pour US News et World Report et fin connaisseur de la scène politique de Washington. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir George Landwitz, chroniqueur de l'émission et président de l'Institute Frontiers of Freedom, un think tank conservateur en matière de politique publique fondé par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue à tous. Alors avant d'entamer notre discussion, écoutons le compte-rendu de notre correspondante Sholouk Diab qui nous retrace l'histoire des manœuvres African Lion. L'exercice African Lion constitue le plus vaste déploiement militaire conjoint mené par les États-Unis sur le continent africain en partenariat avec le Royaume du Maroc, et ce depuis plus de 20 ans.
Initialement conçu comme un exercice bilatéral, il a progressivement évolué pour devenir un événement multinational d'envergure, rassemblant les forces armées de plusieurs nations alliées. Chaque édition propose des scénarios simulés couvrant des opérations terrestres, aériennes et navales, ainsi qu'un volet de formation consacré à la gestion des catastrophes naturelles et à la réponse aux menaces chimiques et biologiques. En 2007, African Line a acquis un caractère annuel, traduisant l'importance croissante de la coopération en matière de défense entre Rabat et Washington. Au fil des années, son périmètre géographique s'est élargi à divers sites stratégiques à travers le Maroc, de l'océan Atlantique aux zones désertiques du Sud, reflétant la diversité et la complexité des enjeux sécuritaires de la région. L'édition de 2021 a marqué un tournant symbolique avec l'organisation pour la première fois d'une partie des manœuvres sur le territoire du Sahara marocain. Cette évolution a été largement perçue comme une confirmation implicite de la reconnaissance en décembre 2020 par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Par ailleurs, les récentes éditions de l'exercice ont enregistré une participation élargie de plusieurs pays européens et africains dans une logique de renforcement de la coopération internationale face aux menaces transnationales, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, devenue un épicentre du terrorisme et du crime organisé. Aujourd'hui, African Line s'impose comme un symbole fort de l'alliance stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Il incarne leur engagement partagé en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique du Nord et dans l'espace atlantique élargi. Merci Cholouk. Alors ma première question s'adresse à Georges Linduit. L'exercice African Lion de cette année se distingue comme le plus significatif depuis son lancement en 2004. Alors à votre avis, quels éléments expliquent cette nouvelle envergure et en quoi cette édition se différencie-t-elle des précédentes ? C'est une question tout à fait pertinente. Comme vous venez de souligner, cette édition d'African Lion est la plus importante jamais organisée, mobilisant près de 10 000 militaires issus de 40 pays. Ce qui lui confère une dimension particulière, c'est la profondeur de la coopération entre le Maroc et les États-Unis, qui s'étend de la planification stratégique à l'interopérabilité des forces sur le terrain. Ce qui mérite d'être souligné, c'est l'effort concerté déployé pour constituer une véritable force de dissuasion dans un contexte régional où certains acteurs ne respectent ni la souveraineté ni les droits de leurs voisins, recourant au terrorisme et à d'autres formes de déstabilisation. L'Algérie, à cet égard, constitue un exemple sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Ces manœuvres ne se limitent pas à une dimension défensive, elles intègrent également un important volet humanitaire, notamment en matière de préparation médicale. À mes yeux, elles constituent un message fort adressé à la communauté internationale quant à l'engagement conjoint du Maroc. Général Kimmitt, vous êtes un officier militaire américain expérimenté. Alors quel regard portez-vous sur l'exercice African Lion, notamment pour le renforcement de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique ? Tout d'abord, la formation est conduite à des niveaux d'excellence et placée sous la supervision du commandement américain pour l'Afrique, l'un des commandements géographiques de combat instauré en 2008. Je me souviens particulièrement de cet événement ayant eu l'honneur de prononcer le discours inaugural de ce commandement lors de mon passage au département d'État américain. Il s'agissait à l'époque de la première implantation d'un commandement de combat américain sur le continent africain. Précédemment, les exercices étaient placés sous la tutelle du commandement américain en Europe, où l'accent était principalement mis sur l'Europe, avec moins d'attention portée à l'Afrique. Cependant, face aux enjeux de la lutte contre le terrorisme et à la nécessité de renforcer la coopération entre les États-Unis et l'Afrique,
L'exercice African Lion illustre parfaitement l'importance croissante accordée à la lutte contre le terrorisme dans la région. Il témoigne également de la relation solide et durable entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Le commandement américain pour l'Afrique supervise également l'Égypte, avec laquelle nous entretenons des relations excellentes. Néanmoins, la collaboration avec les forces armées royales marocaines, qui sont des forces hautement professionnelles, s'avère particulièrement fluide, ce qui facilite une coopération harmonieuse. C'est selon moi l'une des raisons pour lesquelles nos rapports sont si cordiaux. Colonel Abbas Daouk, soyez le bienvenu. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau. Malgré la décision du président Donald Trump de dissoudre le Bureau Afrique du département d'État américain et de fermer plusieurs missions diplomatiques en Afrique, nous constatons un intérêt manifeste pour l'exercice African Lion cette année. Êtes-vous d'accord pour dire que dans le contexte actuel, assurer la sécurité et la stabilité de la région dépasse désormais les seules options diplomatiques et politiques? Il me semble que 3 éléments majeurs méritent une attention particulière. La défense, la diplomatie, le développement. L'absence de l'Agence des États-Unis pour le développement international risquerait de créer un vide substantiel. Mais le Maroc se trouve dans une position stratégique favorable, étant sous la compétence de la division des affaires du Proche-Orient. Ce positionnement confère au Maroc une crédibilité diplomatique notable, renforcée par son implication dans les accords d'Abraham. L'administration Trump aspire à poursuivre cette dynamique. Ainsi, un volet clé d'exercice African Lion organisé et accueilli par le Maroc consistera à aligner les intérêts africains sur ceux des États-Unis, abordant non seulement la question du terrorisme, mais aussi celle des organisations criminelles transnationales opérant depuis le continent. Donc, l'exercice African Lion revêt une importance capitale tant sur le plan défensif que diplomatique et positionne le Maroc comme un acteur de premier plan tant dans la région qu'au sein du monde arabe. Le Royaume est également un leader incontournable dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et ces différents éléments sont intrinsèquement liés, soulignant l'importance de cette formation pour le continent africain. Peter, vous êtes un observateur assidu de l'actualité internationale avec un intérêt particulier pour les affaires du Moyen-Orient. Alors, comment évaluez-vous, d'après votre expérience, l'importance de la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc? Et en quoi, selon vous, revêt-elle une priorité stratégique? À l'approche du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, il convient de rappeler que le Maroc fut le premier pays à reconnaître cette indépendance, marquant ainsi une relation historique et singulière entre deux nations. Dans le contexte du désengagement stratégique des États-Unis en Afrique subsaharienne sous l'administration Biden, illustré notamment par le retrait du Niger, l'exercice African Lion prenne une importance accrue. Il met en lumière la valeur stratégique de la coopération avec des partenaires fiables comme le Maroc dans cette région cruciale. Cette coopération ne se limite pas à la dimension militaire, elle s'inscrit également dans un effort plus large de lutte contre l'extrémisme religieux violent dont la montée en puissance au cours des 50 dernières années constitue une menace persistante. But because of the presence of the kind of religious extremism that leads to violence. La présence américaine en Afrique du Nord contribue ainsi à renforcer les liens économiques tout en œuvrant à la réduction de l'influence des groupes extrémistes qui cherchent à affaiblir les États-Unis et plus largement le monde occidental. Radical extremists who want to bring down the United States and the rest of the Western world. Avant de poursuivre notre échange, prenons un moment pour suivre cet article publié sur le site officiel de l'armée américaine consacré à l'édition de cette année de l'exercice African Lion. Let's watch.
Le site du magazine officiel de l'armée américaine a publié un article intitulé « African Lion 2025 ». Le plus grand exercice militaire dirigé par les États-Unis en Afrique démarre dans 4 pays. L'article débute en annonçant que l'édition 2025 d'African Lion, principal exercice annuel du commandement américain pour l'Afrique AFRICOM, sera lancée en mai avec des opérations prévues au Ghana, au Sénégal et au Maroc. Plus de 10 000 soldats issus de plus de 40 pays, dont 7 membres de l'OTAN, y participent. Il s'agira de l'édition la plus vaste jamais organisée dans l'histoire de cet exercice. L'article précise qu'African Lion 2025 constitue le plus important exercice multinational conjoint conduit par AFRICOM. Le général de division Andrew Gainey, commandant des forces américaines du sud de l'Europe, y souligne que ces manœuvres illustrent les capacités d'une force globale en consolidant la préparation stratégique ainsi que l'interopérabilité avec les partenaires et alliés africains en vue de se déployer, de combattre et de l'emporter dans un environnement opérationnel multidomaine et contraignant. Le magazine détaille également les composantes de l'exercice: entraînement terrestre, opérations mobiles et amphibies, intervention des forces spéciales, insertion rapide du système HIMARS, mission d'assistance humanitaire civile et participation à des réponses médicales d'urgence. Parmi les nouvelles capacités mises en œuvre figure une formation intégrée à la cyberdéfense ainsi que des systèmes de nouvelle génération, notamment une arme avancée développée par l'armée américaine. Enfin, l'article conclut en précisant que, outre plusieurs nations africaines, des pays tels que le Maroc, les États-Unis, la France, Israël, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Égypte, l'Espagne et les Pays-Bas prendront part à ces manœuvres. Merci pour ce rapport. Georges, les manœuvres d'African Lion organisées au Maroc se tiennent à proximité des frontières algériennes, alors même que l'Algérie est considérée comme le principal allié de la Russie sur le continent africain, ainsi que son premier client en matière d'armement à l'échelle mondiale. Selon un communiqué d'AFRICOM, l'Algérie a décliné l'invitation à participer à ces exercices. Disposez-vous d'une analyse géostratégique permettant d'éclairer cette position? D'un côté, l'Algérie affirme entretenir des relations d'amitié avec les États-Unis, mais de l'autre, elle refuse de s'associer à ces manœuvres militaires conjointes. Comment interpréter cette contradiction? Il est clair que la Russie s'emploie activement à semer le trouble, à assister à la violence et à déstabiliser certaines régions du monde. Ses actions en Syrie et en Ukraine en sont des exemples flagrants. Certains éléments laissent même penser qu'elle pourrait être impliquée dans les dynamiques internes en Algérie, dans une logique d'opposition à des pays perçus comme proches des États-Unis, notamment le Maroc, dont l'alliance ancienne et solide avec Washington est bien connue. Le Maroc, en effet, a bénéficié de dirigeants visionnaires et engagés depuis plusieurs décennies, contrairement à d'autres pays où les élites sont davantage préoccupées par le maintien de leur pouvoir et l'enrichissement personnel que par le bien-être de leur population. À l'inverse, le gouvernement marocain œuvre activement à la création d'opportunités économiques durables et à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, tout en garantissant leur sécurité. Sur la scène internationale, le Maroc est perçu comme une voix crédible et respectée, notamment en raison de son engagement constant en faveur de la paix. Il incarne une approche pragmatique de la stabilité fondée sur le principe de la paix par la force, démontrant ainsi sa compréhension des réalités géopolitiques contemporaines. Colonel Abbas Daouk, il est établi que la région du Sahel et d'Afrique subsaharienne est marquée par des tensions croissantes, notamment entre le Mali et l'Algérie. Ces tensions ont d'ailleurs été exacerbées par la destruction de drones maliens par les forces algériennes. Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer des exercices militaires conjoints comme African Lion dans la prévention de l'escalade et dans la stabilisation des relations entre les pays de la région? Je considère que l'objectif fondamental de ces exercices militaires est d'établir un effet dissuasif face à toute action susceptible de compromettre les intérêts des pays participants ainsi que ceux des États-Unis. La dissuasion constitue ainsi l'axe central de cette démarche. Et les manœuvres constituent une démonstration tangible de puissance, de coordination et d'interopérabilité entre les forces engagées.
Elle témoigne également de la volonté commune de ces nations de se défendre efficacement en mettant en œuvre des structures de coopération éprouvées. Par ailleurs, comme l'a souligné Peter, le Maroc joue un rôle de premier plan dans ces exercices. Cette position s'explique en partie par son statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, un privilège que seuls 4 pays africains partagent, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Kenya. Ce statut confère au Royaume du Maroc une place particulière dans la stratégie de défense et de coopération des États-Unis, renforcée par sa participation aux accords d'Abraham. Il convient également de rappeler que l'administration Trump avait exprimé la volonté d'ouvrir un consulat américain dans la région du Sahara marocain. Tous ces éléments sont perçus comme des avancées stratégiques favorables au Maroc, mais ils risquent d'être interprétés par l'Algérie comme un déséquilibre diplomatique au détriment de ses propres relations avec Washington. Merci, colonel. Peter, la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique subsaharienne demeure l'un des défis majeurs pour les États concernés. Dans ce contexte, comment analysez-vous l'implication des États-Unis, notamment face à l'influence croissante de la Russie en Algérie ? Nous avons récemment appris que l'Algérie est devenue le principal partenaire militaire de la Russie en dehors de son territoire, avec notamment l'acquisition de l'avion de chasse Sukhoi 57, considéré comme l'un des appareils les plus avancés technologiquement. Comment interprétez-vous cette évolution ? La Russie ne représente aujourd'hui fondamentalement qu'un fournisseur de ressources énergétiques et de matières premières, doté d'un arsenal nucléaire et d'un appareil militaire étatique. Elle n'exporte que peu de produits ou de technologies attractives au-delà du pétrole, du gaz et de certains métaux stratégiques. Elle cherche à accroître son influence et à multiplier ses opportunités géopolitiques, mais elle reste enfermée dans une logique stratégique héritée du XXe siècle, inadaptée aux réalités contemporaines. L'un des enjeux majeurs de l'administration Trump est de réfléchir à une manière d'attirer la Russie vers une convergence avec l'Occident afin de faire front commun face à la montée en puissance de la Chine. Cette dernière est perçue comme le véritable adversaire du XXIe siècle, y compris par ceux qui s'inscrivent dans des dynamiques d'extrémisme religieux. Ce qui m'inquiète dans l'immédiat, ce sont les manœuvres russo-algériennes visant à déstabiliser davantage la région. Une telle stratégie de diversion permettrait à Moscou de détourner l'attention des enjeux globaux pour se repositionner dans le rapport de force face à Pékin. Général Kimmitt, pourriez-vous nous dresser un panorama des principaux défis auxquels les États-Unis et le Maroc sont confrontés dans leur lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique subsaharienne ? Pensez-vous que cette lutte peut se résumer à une approche strictement militaire, ou bien exige-t-elle la mise en œuvre de solutions plus globales intégrant notamment des initiatives de développement ? Il convient avant tout de rappeler que les groupes terroristes opèrent généralement dans des zones échappant au contrôle effectif des autorités étatiques. Ce phénomène a été observé en Afghanistan, dans plusieurs autres régions du globe, ainsi qu'au Sahel, où les gouvernements centraux peinent à étendre leurs autorités sur l'ensemble de leur territoire, faute de ressources, des capacités institutionnelles ou pour d'autres raisons structurelles. Ces espaces non gouvernés deviennent alors des refuges propices à l'installation de ces groupes armés qui peuvent y organiser leurs opérations, former leurs recrues et se soustraire à toute forme d'intervention, qu'elle soit nationale ou étrangère. Renforcer les capacités des États concernés ne peut se limiter à l'assistance militaire. Il est nécessaire d'adopter une approche plus globale. À cet égard, les États-Unis ont longtemps privilégié les investissements dans les moyens militaires lourds, chars, avions de chasse, bâtiments de guerre, tout en négligeant les financements alloués aux initiatives humanitaires et de développement. Cela reflète une vision stratégique centrée sur la défense nationale, laissant peu de place à l'action humanitaire dans la mission des forces armées. Il aurait été sans doute plus pertinent de confier ces missions non militaires au département d'État et du commerce, mais outillés pour conduire des actions de coopération
de développement et de stabilisation à long terme dans les régions vulnérables. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Welcome back to the second segment of Min Washington. When discussing the threat Nous voilà of de retour pour la terrorism, suite de votre émission depuis Washington. Il est difficile d'évoquer la menace terroriste et les efforts conjoints des États-Unis et du Maroc pour y faire face sans aborder les foyers de cette menace, souvent situés dans de vastes zones désertiques, largement inhabitées, échappant à toute autorité étatique. largely inhabited and L'attrait exercé par les groupes terroristes sur les populations civiles ne saurait être efficacement combattu sans alternative économique concrète, ni accès à des ressources garantissant une vie digne. En fait, les camps de Tindouf illustrent tragiquement cette réalité. Ces camps où vivent des milliers de civils sont sous le contrôle de milices armées du Polisario, soutenues, protégées et encadrées par l'Algérie. operating under the supervision Les derniers rapports en provenance de Tindouf font état de l'arrestation de dizaines de dissidents par les forces algériennes. Certains de ces individus, prenant des risques considérables, auraient même commencé à fuir en direction du Maroc. to escape and flee to Morocco. All this unfolds just as US forces prepare Ce contexte coïncide avec le lancement imminent des manœuvres militaires African Lion organisées par les États-Unis sur le territoire marocain. to eliminate the root Une question fondamentale se pose alors. Si ces opérations ne visent pas à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et à les éradiquer, quel en est donc le véritable objectif ? George Landry. Georges, le Maroc, dans sa lutte contre le terrorisme, s'illustre par une stratégie globale alliant approche sécuritaire rigoureuse, développement économique et diffusion d'un islam modéré pour contrer l'idéologie extrémiste. Policies to counter the Nous avons déjà traité ce sujet lors de précédentes émissions. Alors, quelle est selon vous l'évaluation de cette stratégie menée par les autorités marocaines ? taken by the Moroccan authorities in this regard? Well, that's, again, a very good question. And I would say that I admire the approach that they have taken. Il s'agit là d'une question particulièrement pertinente et je tiens à exprimer mon admiration pour l'approche adoptée par le Maroc. À mes yeux, ce pays incarne un modèle de sagesse et de modération dont d'autres nations pourraient s'inspirer. Comme vous avez souligné, les autorités marocaines mènent des politiques axées sur le développement économique et sur des réformes juridiques et civiles destinées à améliorer concrètement les conditions de vie de leurs citoyens. Ce qui me frappe également, c'est la manière dont le Maroc gère la diversité religieuse. Bien que majoritairement musulmane, la société marocaine ne pratique aucune forme de persécution à l'égard des minorités. La liberté de culte y est respectée et chacun est libre de suivre sa foi sans contrainte. C'est une caractéristique rare et précieuse que je considère comme un véritable signe de maturité sociétale. Au-delà de ces aspects internes, le Maroc se distingue aussi par sa volonté de promouvoir la paix à travers la force en assurant la sécurité de son territoire face aux menaces régionales. Peace through strength and protecting their nation from the world's evildoers. And Malheureusement, ces menaces sont bien réelles et proches, mais le royaume y répond avec un sens aigu de responsabilité et de discernement. But I would argue that because Morocco En somme, par son engagement en faveur du bien-être de sa population, le renforcement de son économie, la défense de ses intérêts stratégiques et la promotion d'une liberté religieuse exemplaire, le Maroc propose, selon moi, une véritable formule de réussite durable. this is a very, what I would call, powerful recipe for long-term success. Well, I remember also in Morocco when I was a kid. Je me souviens quand j'étais enfant, et Peter Roth peut en témoigner, que nous avions des camarades de confession juive à l'école. Il y a quelques jours à peine, l'ambassadeur du Maroc à Washington a participé à une célébration en l'honneur de la communauté juive américaine, à l'occasion de la fête de la Mimouna, et il a prononcé un discours chaleureux à cette occasion. Au Maroc, chrétiens, juifs et musulmans cohabitent dans un climat de sécurité, de tolérance et de respect mutuel.
Le royaume demeure un exemple vivant de paix et de coexistence interreligieuse. Alors, Général Kimmitt, fort de votre expérience dans des zones de conflit comme l'Irak, l'Afghanistan et d'autres régions instables, quels conseils donneriez-vous à vos homologues des forces armées américaines et marocaines pour faire face efficacement à la menace que représentent les groupes terroristes dans le Sahel et en Afrique subsaharienne? Around the world, like Afghanistan, Iraq and others. Bon, je commencerai par dire à ces responsables militaires que s'ils estiment pouvoir éradiquer le terrorisme uniquement par l'usage de la force armée, ils commettent une erreur d'appréciation majeure. Le terrorisme ne constitue pas seulement une menace militaire, il est aussi l'expression de crises économiques, culturelles et institutionnelles profondes, souvent exacerbées par une gouvernance défaillante. La réponse à ce fléau doit donc être globale et pilotée en priorité par les autorités civiles de chaque pays. L'armée peut certes intervenir en appui dans des situations d'urgence pour neutraliser des groupes terroristes ou séparatistes, mais elle ne peut être l'acteur principal d'une stratégie de long terme. Aucune agence gouvernementale ne saurait venir à bout de ce phénomène en se reposant uniquement sur la capacité militaire. Je rejoins pleinement l'idée selon laquelle les États-Unis devraient investir davantage dans le Royaume du Maroc afin de renforcer sa résilience face à ces défis. Cela nous amène à interroger les racines même de l'extrémisme violent. Pourquoi ces idéologies trouvent-elles un écho dans certaines régions, au point de pousser des individus à se sacrifier pour elles? Les causes sont multiples, mais l'absence de perspective économique, le déséquilibre persistant entre zones rurales marginalisées et centres urbains plus prospères, ainsi que le manque d'accès à l'éducation, à la terre et à des sources de revenus durables, en sont des moteurs essentiels. Tant que ces enjeux structurels ne seront pas traités, cette région restera vulnérable à l'emprise des groupes extrémistes. Colonel Abbas Daouk, si je devais solliciter votre conseil, quel serait-il? Je suis convaincu que vos 33 années de service au sein de l'armée américaine et du département d'État américain vous confèrent une expertise et une légitimité exceptionnelle pour répondre à cette question. Bon, tout d'abord, je partage largement l'avis du général Kimmitt, qui a mis en évidence les éléments essentiels du problème. Le rôle des forces armées dans cette lutte doit être celui d'un soutien et non d'une action centrale. Nous avons observé en Afghanistan et en Irak que lorsque leur rôle était prédominant, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. La cause profonde du terrorisme est cruciale et je pense qu'il existe une distinction importante à faire dans le cas du Maroc. Les menaces terroristes extérieures, notamment en provenance d'Afrique, ne sont pas toujours motivées par des idéologies. Le Maroc doit donc renforcer son contrôle sur ses frontières, étant donné que les terroristes ont désormais accès à des technologies comme les drones. Il est impératif que le Maroc améliore ses capacités de défense aérienne, non seulement pour se prémunir contre les groupes terroristes internes, mais aussi pour se protéger contre les attaques par drone. Merci, colonel. Peter Hoff, aujourd'hui, nous célébrons le 21e anniversaire de l'exercice African Lion. Mais une fois cet exercice terminé, la menace persiste, alors que les groupes terroristes et les mouvements séparatistes, notamment ceux dirigés par le Front Polisario, continuent leur activité tout au long de l'année. Alors avez-vous une perspective plus globale ou une solution plus radicale à ce problème persistant? Cela me préoccupe depuis des années et ce n'est pas un problème limité au Maroc, à l'Algérie ou à l'Afrique du Nord. En réalité, c'est une question d'envergure mondiale car il est malheureusement trop facile d'inculper la haine, que ce soit contre les Juifs, les chrétiens, les riches, les Américains ou tout autre groupe. Doesn't matter who, just hate someone, focus your hate there and try to take from them what they have. And that's
L'essentiel est de cultiver la haine et de la concentrer. Cela fait que les individus ne parviennent pas à réaliser le potentiel que Dieu leur a destiné lorsqu'il les a créés, simplement en raison de la haine qu'ils nourrissent envers autrui. Bien que l'utilisation du soft power pour promouvoir des objectifs humanitaires soit une approche louable, il ne s'agit que d'une autre forme de soutien gouvernemental. Nous avons un proverbe qui dit « Donne un poisson à un homme, il mangera une journée. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » Ce principe nous rappelle l'importance de permettre aux gens d'acquérir une compétence qui les rende autonomes. Les citoyens vivant sous un régime de gouvernance centralisée sont souvent soumis à une planification étatique, sont formés à des métiers spécifiques et apprennent à exploiter leur créativité. Toutefois, cette approche ne favorise pas la croissance, mais l'enrichissement d'une classe protégée. Alors avant de donner la parole au général Kimmitt, Georges, je voudrais vous demander, le mois dernier, le sénateur Joe Wilson a publié un tweet sur son compte personnel. Il annonçait qu'il soumettrait une proposition visant à désigner le Polisario comme une organisation terroriste. Vous avez également formulé cette proposition à plusieurs reprises au cours des années passées dans cette émission. Alors, selon vous, dans quelle mesure cette démarche est-elle réalisable ? Je pense qu'une approche de bon sens s'impose. En effet, si nous examinons les actions du Front Polisario, il est évident que c'est une organisation terroriste qui promeut le terrorisme. Il me semble que la vérité est claire et qu'il serait imprudent de l'ignorer ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Parfois, la vérité est difficile à accepter, car ce que l'on observe semble contredire l'idée qu'il existe toujours une solution, mais en y faisant face honnêtement et directement, plutôt qu'en l'éludant, on peut espérer résoudre le problème. Ainsi, je suis d'avis que les États-Unis devraient intervenir et reconnaître cette organisation pour ce qu'elle est. Pensez-vous qu'il existe une volonté politique pour mener une telle action ? À cet égard, je crois que l'administration Trump, dans ses efforts pour renforcer la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient, devrait envisager cette démarche comme une étape essentielle. General Kimmitt, given Morocco's highly strategic location, Général Kimmitt, la position stratégique du Maroc est particulièrement délicate. Avez-vous des préoccupations concernant la capacité des groupes terroristes à perturber la circulation maritime internationale dans le détroit de Gibraltar ? Il convient de rappeler que l'Iran a par le passé formulé des menaces à cet égard. Quel est votre avis sur cette situation ? Bon, tout comme le canal de Panama, le détroit de Gibraltar restera accessible malgré les tentatives de tout adversaire, qu'il s'agisse de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord ou de la Russie, d'entraver l'accès. En tant que voie maritime essentielle en Méditerranée, le détroit de Gibraltar représente une source de prospérité pour les pays riverains. Il est difficile d'imaginer qu'un quelconque pays ou une force militaire accepterait qu'une de ces puissances tente d'imposer un blocus ou de fermer cette voie stratégique. Général, je sais que vous avez un autre engagement. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de nous quitter ? Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer la profonde reconnaissance des États-Unis pour les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme. En Europe, comme aux États-Unis, nous sommes pleinement conscients que chaque terroriste neutralisé dans la région du Sahel représente une menace de moins pour nos territoires. C'est pourquoi nous demeurons des partenaires solides et engagés aux côtés du Maroc et nous saluons les initiatives concrètes entreprises par le Royaume pour contrer ce fléau. La victoire contre le terrorisme est une condition essentielle pour construire un avenir stable où les populations de la région sont considérées comme notre ressource la plus précieuse. Je tiens également à remercier les citoyens américains œuvrant au Maroc, notamment ceux en poste à l'ambassade des États-Unis, ainsi que tous ceux qui soutiennent nos intérêts économiques communs.
Comme le dit si bien l'adage dans nos forces armées, nous formons une équipe seule engagée dans un même combat. Avant de poursuivre notre échange, prenons un moment pour examiner ce rapport qui met en exergue les initiatives du Royaume du Maroc en matière de lutte contre l'extrémisme, en adoptant une approche dépassant le seul cadre sécuritaire et militaire. Face à l'intensification des menaces sécuritaires dans la région du Sahel en Afrique du Nord, le Royaume du Maroc s'affirme comme un acteur central et crédible dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. En adoptant une approche intégrée alliant vigilance sécuritaire, réforme institutionnelle et actions préventives sur le plan religieux. Sur le plan interne, le Maroc articule sa stratégie autour d'un dispositif sécuritaire performant, illustré notamment par le rôle du Bureau central d'investigation judiciaire, qui a permis le démantèlement de nombreuses cellules terroristes. Ces efforts constants ont été salués par des partenaires internationaux de premier plan, tels que les États-Unis et l'Union européenne, qui reconnaissent au Royaume le statut de partenaire stratégique fiable dans la lutte antiterroriste. Parallèlement, le Maroc déploie une politique de réhabilitation du champ religieux fondée sur la promotion d'un islam modéré. L'Institut Mohammed VI de formation des imams morchidines et morchidates s'impose aujourd'hui comme un pôle de rayonnement régional et international, œuvrant à la diffusion des valeurs de tolérance, de coexistence et de rejet des discours extrémistes. Ce positionnement tire sa légitimité d'un socle monarchique ancien incarné par l'institution de l'émirat des croyants, qui confère à l'action religieuse de l'État une autorité à la fois spirituelle et politique. L'initiative pionnière du programme de réconciliation visant la réintégration sociale des anciens extrémistes témoigne également de la dimension humaniste et inclusive de cette stratégie. Enfin, la diplomatie marocaine inscrit ses efforts dans une logique de coopération multilatérale, en plaçant la prévention de l'extrémisme violent au cœur du slogan sécurité, développement, stabilité, dépassant ainsi le cadre national pour participer activement à la sécurité régionale et globale. Je vous remercie pour ce rapport. Il est établi que les visées militaires de la Russie sur le continent africain s'inscrivent dans une stratégie de long terme et rien ne laisse présager un fléchissement de cette dynamique dans un avenir proche. Pensez-vous que des manœuvres militaires de grande envergure telles que l'exercice African Lion sont à elles seules suffisantes pour contenir ou dissuader ces ambitions russes ? Des exercices militaires tels que celui-ci peuvent constituer un levier utile, mais ils demeurent insuffisants pour dissuader durablement des puissances comme la Russie ou la Chine. En ce qui concerne la Russie, son intérêt stratégique ne semble pas se concentrer au cœur du continent africain, mais plutôt sur des périphéries maritimes. Consciente de la précarité de sa présence en Syrie, la Russie s'efforce d'établir des bases navales en Libye, au Soudan ainsi qu'en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour elle de renforcer sa projection maritime et non de développer une présence terrestre étendue sur le continent. Merci, colonel. Ma dernière question s'adressera à Peter Roth. En une minute, Peter, pensez-vous qu'il existe du côté américain une réelle volonté politique d'éradiquer le terrorisme dans la région du Sahel et en Afrique subsaharienne, notamment à la lumière de l'initiative du sénateur Joe Wilson, qui, je le rappelle, a appelé à inscrire le Front Polisario sur la liste des organisations terroristes? Je crains que ma réponse ne vous surprenne. Je ne crois pas qu'il existe à ce jour une réelle volonté politique d'éradiquer totalement le terrorisme. Le peuple américain souhaite, bien entendu, être protégé contre des attaques imprévisibles comme celle du 11 septembre ou des fusillades tragiques telles que celle de Fort Hood en Californie. Mais éliminer complètement le terrorisme exigerait un niveau de violence que la société américaine ne serait ni prête à accepter ni disposée à soutenir. Il s'agirait d'opérations militaires d'une intensité extrême dirigées contre des individus qui, dans certains cas, ne sont que les produits d'idéologies dévoyées ou d'illusions sociales. Pour mettre véritablement un terme au terrorisme en tant qu'instrument d'action, il faut œuvrer à l'établissement d'un monde plus équitable où chaque être humain bénéficie des opportunités qui lui ont été naturellement accordées.
Cela implique de rompre avec la concentration excessive des pouvoirs et des richesses et de favoriser une dynamique de prospérité inclusive. C'est par le développement humain, plus que par la force militaire, que l'on construira un avenir plus stable et plus sûr. Excellent, merci. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont suivi cet épisode de votre émission depuis Washington. Nous vous invitons à continuer de suivre ce programme via les plateformes de Média TV. Je tiens bien sûr aussi à exprimer mes remerciements à tous nos invités, le général Mark Kimmitt, le colonel Abbas Daouk, Peter Roth, ainsi que notre chroniqueur George Landwitz, notre correspondante Shorouk Diab, ainsi enfin qu'à toute l'équipe de production conduite avec brio par Mohamed Lalemi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous. Have a nice week.